C'est bon pour vous? Oui, tu fais, je sais pas. Je fais un petit pitch de minute. Pas très rapide. Bien. Donc l'objectif de ce temps, qui est vu un peu comme une petite communication, mais surtout un temps de débat. Donc on a glissé un petit peu sur le temps, donc on avait prévu 10 minutes de temps de parole chacun pour débattre en environ 1 heure. Donc vous voyez qu'on va essayer d'être vraiment synthétique. Donc l'objet, c'était de discuter des modèles d'intervention. On s'est donné quelques prescriptions entre nous. Donc on va voir, je ne vais pas vous les délivrer parce qu'après vous aurez trop le loisir de voir les écarts entre la prescription et ce qu'on en a fait. Donc l'objectif en tout cas, c'est d'avoir un regard croisé sur les modèles d'intervention. Avec une perspective plutôt sur les évolutions des modèles et un petit peu la perspective autour des questions de management, de développement avec Johan. Ensuite, Gaëtan nous regardera son point de vue à partir de la diversité des formes d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les modèles? Et puis moi, je terminerai avec ce qui est dans la question, comment et vers quelle formation à l'intervention dans le cadre de la formation. Donc, voilà. Alors, c'est plutôt un état un peu d'intervention et de travaux, mais surtout, je crois, beaucoup de questions. Donc, on va certainement se questionner entre nous et ensuite, on vous invitera à ouvrir, partager le débat. Donc, je te laisse démarrer, Johan. Ok. Donc, c'est difficile il faut faire vite, mais il faut donner quelques éléments, un petit peu de contexte pour la discussion. Alors, j'ai fait le choix, il y en a plusieurs, mais de présenter 2 éléments qui, selon moi, ont fait évoluer nos modèles d'intervention, ou en tout cas doivent être des bases de réflexion pour nos futurs modèles d'intervention. Alors, il y a des choses qui ont été largement discutées cet après-midi. Je n'étais pas là ce matin, j'ai pas entendu, mais il y a des choses que j'ai entendues cet après-midi qui vont être très proches de ce que je vais dire. Donc, les 2 choses que j'ai choisi de présenter très brièvement pour discuter des modèles d'intervention, c'est les regards sur la santé. Finalement, le regard sur la santé qui a évolué, notamment depuis une dizaine d'années, ces 10 dernières années, et donc l'état aussi de la santé au travail. Et puis, un autre élément, c'est la situation des entreprises, et notamment la situation des managers dans les entreprises, et en particulier leur éloignement par rapport au travail. Et c'est pour ça que je trouvais que l'intervention de ce matin était pile en plein dans des préoccupations actuelles, je pense, des entreprises, mais du coup, je pense des ergonomes. Alors du côté de la santé au travail, juste un tout petit état rapide sur le fait que les différentes formes d'innovation, par exemple, qui a pu avoir lieu dans les dernières années, les dernières 10, 15, 20 dernières années, n'ont pas permis d'arrêter la progression des maladies professionnelles, puisqu'elles sont toujours en 2016 en progression, et la principale est toujours l'appareil locomoteur, qui est quasiment 9 sur 10. Et puis, un gros volet, vous allez voir pourquoi je présente ces éléments sur la santé au travail, avec un gros volet sur les cancers, puisqu'il y a une grosse sous-évaluation des cancers dits professionnels. Donc il y en aurait entre 14 et 30 000 nouveaux par an et simplement 3 000 déclarés. Et vous allez voir que dans la perspective que je vais vous proposer, il y a quelque chose qui est un peu inquiétant, notamment sur les risques toxiques, et le fait qu'il y a de nouvelles recherches sur le fait que une multiplicité de facteurs à des seuils qui ne sont pas aujourd'hui connus comme étant des seuils critiques, une multiplicité en dessous de ces seuils va générer de nouveaux cancers. Voilà. Et vous allez voir que ça va être aggravé par rapport à de nouvelles données sur comment surviennent les atteintes à la santé. Et 2% des souffrances psychiques pathologiques qui sont liées au travail. Alors, pourquoi c'est important de présenter un peu l'évolution des regards sur la santé? Parce que, en termes de stress professionnel, il y a un élément important qui ressurgit depuis une dizaine d'années, qui est que, ce qu'on dit, c'est que dans le stress professionnel, il y a une sécrétion de certaines hormones qui vont entraîner une inflammation, et que cette inflammation est néfaste pour le corps humain. Alors c'est vrai,
Mais ce qui a été mis à jour depuis une dizaine d'années, et qui est finalement le plus important, c'est que c'est un problème de contrôle de l'inflammation. Je vais passer brièvement là-dessus. Donc, qui dit stress dit inflammation, et donc sécrétion de cortisol, et le contrôle, en fait, une réaction normale du corps est de contrôler. Si on n'avait pas cette réaction normale du corps, le corps ne tiendrait pas physiquement. Donc il y a une réaction normale qui se met en place. Donc c'est presque pas ça le problème. Là où ça pose problème, c'est quand il n'y a plus de contrôle de ce cortisol, de cette inflammation, où là, on finit par avoir ce qu'on appelle un stress oxydant. Donc, je suis obligé de passer assez brièvement, mais dans nos modèles auparavant où on a un certain nombre de facteurs de risque qui vont être liés à des atteintes à la santé, donc il faut garder n'importe quel type de risque et quasiment n'importe quel type d'atteinte à la santé, qu'elle soit physiologique, toxique, psychique, finalement, le stress oxydant va être soit un facteur aggravant, c'est-à-dire qu'on a ces facteurs de risque. S'il y a un facteur de stress oxydant, ça va aggraver la survenue de certaines pathologies, notamment sur les cancers. On va être à des seuils inférieurs au seuil critique, mais le fait qu'il y ait un stress oxydant va générer des pathologies. Soit il va être carrément lui-même facteur de risque, ce stress oxydant. Et la survenue de ce stress oxydant, c'est-à-dire l'impossibilité de contrôler l'inflammation, va provenir en fait d'une répression des émotions et très, très globalement le fait de ne plus pouvoir penser les problèmes, ne plus pouvoir trouver de solutions, ne plus pouvoir les traiter. Et si vous mettez ça dans les situations de travail, ben, on va très vite en arriver au fait, avec des choses qu'on a entendues tout à l'heure, c'est qu'il y a un intérêt important, que ce soit pour les managers ou d'autres, à reprendre la main sur la situation. Et en fait, la perte de contrôle sur la situation va être à l'origine, très, très souvent, de la génération de stress oxydant. Et donc, du coup, de l'aggravation des pathologies, ou la survenue ou l'aggravation de pathologies. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément a trait à la question des managers dans les entreprises et la place du travail dans les décisions. Alors là aussi, je passe assez vite, mais il y a des effets de la financiarisation qui ont généré une intensification importante et toujours présente dans les entreprises. Et si on suit les travaux de certains économistes, il y a quand même une grosse tendance autour de ça, c'est que l'entreprise est devenue un bien comme un autre, un bien d'investissement comme un autre, et du coup, le travail aussi. Et donc ce que ça génère concrètement, c'est que les projets d'investissement, les choix d'investissement dans les entreprises, la plupart du temps, ne se font plus au regard d'un projet industriel, qui serait intéressant, innovant, en termes de développement pour l'entreprise, mais simplement par rapport à une rentabilité financière. Et donc on a forcément un éloignement des prises de décision par rapport aux réalités des situations de travail. Et donc ça aggrave largement l'intensification du travail. Très lié à ça, il y a une situation assez paradoxale pour les managers, c'est qu'ils sont de plus en plus en charge de la gestion des questions de santé au travail, avec une accumulation, notamment d'un point de vue législatif, d'un certain nombre de couches, avec le temps, les RPS, les TMS, la pénibilité, les seniors, la gestion des emplois et des compétences, l'atteinte de leurs propres objectifs, la gestion de leur propre carrière. Donc ils sont emmêlés dans tout ça, les gestionnaires, donc ils sont en partie en charge de ça d'un point de vue de la prescription. Et en même temps, il y a de plus en plus une perte d'indépendance des managers par rapport à la finance, donc là c'est du côté purement économique, et par rapport au travail. Donc je ne sais pas si vous connaissez les travaux notamment de Pierre-Yves Gomez ou de Favreau sur ces questions-là, mais voilà, on va vers une externalisation des décisions sur le travail, et on a comme injonction, on donne comme injonction au manager de traiter ces décisions-là dans les entreprises. Donc ça favorise absolument pas les régulations sur le travail. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure était une forme de régulation du travail dans un projet. Dans la réalité, on s'éloigne de plus en plus de ces situations-là. Donc des questions de travail, des questions de santé au travail. Donc je fais vite parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc il y a un niveau d'action nécessaire qui est l'entreprise. Certainement qu'il y a des niveaux d'action au niveau des pouvoirs publics sur ces questions-là, c'est certain, mais il y a un niveau d'action nécessaire au niveau de l'entreprise, et c'est pas seulement les ergonomes qui le disent, hein, il y a des questions autour de la reconstruction de la gouvernance des entreprises autour du travail, et je trouve que l'exemple de tout à l'heure était vraiment au cœur de ça, même si c'est sur un projet, et que voilà, il y a tout un courant qui s'est ouvert en gestion, mais pas que, puisque l'ANACT est très porteuse de ça, hein, autour des espaces de discussion.
Donc on pourra en parler tout à l'heure, hein, ce que ça implique du côté de nos interventions et puis du coup du côté de la formation. Mais alors du coup, de notre côté, il me semble qu'il y a des enjeux, il y a deux paquets d'enjeux. Il y a un enjeu au niveau du développement par rapport à nos interventions, donc du développement des personnes et des compétences par rapport à ces questions de santé. Et tous les travaux de Davzy, de Clos vont dans ce sens, mais aussi un développement des organisations. Donc l'exemple de tout à l'heure, je reviens dessus parce qu'on n'a pas le temps d'en développer, donc c'est celui-là que j'ai en tête. On fait du développement de l'organisation, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on a décidé ça, et puis on se rend compte que peut-être ça ne tiendra pas en l'état, et donc on réinvente, ou on reformule l'organisation au regard d'un certain nombre d'éléments sur le travail. Donc ça fait partie des choses qui sont absolument nécessaires pour les entreprises. Et puis il y a un autre paquet, donc c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, je ne sais plus où est l'intervenant de tout à l'heure, sur la formation des managers, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable question en amont de leur pratique professionnelle, mais aussi pendant leur pratique professionnelle. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de gros questionnements dans les écoles d'ingénieurs sur la formation des managers autour des questions de travail et de santé au travail. Donc moi j'appartiens à une école d'ingénieurs et dans les dernières évaluations, c'est ce qui est retombé. Les ingénieurs ne sont pas suffisamment formés aux questions de santé au travail et aux questions de travail, donc ça c'est en amont. Mais on se rend compte aussi que dans leur propre pratique professionnelle, ils sont en difficulté pour gérer les questions de santé au travail et les questions de travail. Et donc je pense que d'un point de vue de nos interventions, il y a des enjeux autour de la question de les accompagner ou de les former. Et plus globalement, comment on fait remonter le travail, ce niveau méso là que vous avez soulevé tout à l'heure, de faire remonter les questions de travail et du coup de faire redescendre aussi les décisions sur le travail. C'est-à-dire que ça puisse se prendre au plus près de là où se posent les problèmes. Donc du côté de nos modèles d'intervention, j'ai pas voulu faire des schémas, mais on est quand même passé depuis une quarantaine d'années à un modèle diagnostic, préconisation. Et puis il y a eu tout un courant sur la conduite de projet pour essayer d'anticiper le plus tôt possible la prise en compte du travail dans la conception des situations de travail. Et très certainement, on est dans un volet depuis une dizaine d'années sur de l'ergonomie constructive, sur de l'ergonomie plus formative, plus pédagogique, et donc je pense aux effets plus durables. Donc là, je le dis un peu rapidement, mais dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on pourra en prendre d'autres dans la discussion, mais de transformer, c'est-à-dire de mettre en situation soit les opérateurs, soit les managers à modifier leur situation de travail. Je pense que c'est une voie très porteuse pour l'intervention. De faire participer donc très tôt les salariés, d'avoir des dimensions pédagogiques et réflexives dans l'intervention. Et puis, donc là c'est masqué, mais c'est avec et sur le travail des managers. Voilà, donc je pense qu'il y a un énorme enjeu pour nous à travailler avec les managers très tôt dans les interventions, donc le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment où on discute la demande, ce qui était le cas tout à l'heure. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de savoir comment vous avez réussi à décaler comme ça. Je ne vous vois pas, hein, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Mariode. Ça aurait été intéressant de voir comment vous avez fait. Et donc, de manière plus globale, de pouvoir agir sur l'organisation et les circuits de décision. Bon, je m'arrête là et puis... Merci Johan. Pour poursuivre, vous m'entendez? Oui. Pour poursuivre, je voulais revenir sur finalement c'est quoi les interventions des ergonomes, quelles sont les interventions, et j'ai pioché 5 exemples. Alors évidemment, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous les décrire, mais peut-être juste vous présenter quelques éléments. Pour la première, je voudrais vous parler d'une intervention de prévention des TMS. On est dans l'industrie et il y a donc des TMS, des plaintes qui sont exprimées. On fabrique des filtres à air pour l'automobile. Ce sont des femmes qui sont sur le process et des hommes qui sont tout autour, qui alimentent en matière première et qui vont gérer la dimension de produits finis et de logistique jusqu'à l'encadrement qui est composé d'hommes.
à travers évidemment ce que je vais passer sous silence d'analyse du travail et de diagnostic validé, des groupes de travail, des séances d'autoconfrontation qui nous ont amenés notamment à identifier dans les gestes professionnels, les gestes de métier de ces opératrices, des savoir-faire de prudence, mais aussi parfois des éléments qui pouvaient effectivement les inquiéter. Mais aussi encore peut-être des séances de simulation de scénarios de rotation. Alors je ne vais pas évidemment décrire tout ça. On a pu accompagner quelque chose qui était tout à fait intéressant et notamment qui touche aux représentations sur le travail, aux représentations sur les déterminants et les effets du travail. Peut-être pour vous donner 2-3 exemples, le premier d'entre elles qui partait du fait que les femmes, les opératrices sur cette ligne se plaignaient des conditions de travail de cette ligne et se plaignaient de douleur, et qui étaient entendues par la direction comme des plaintes, non pas les plaintes des opératrices ou les plaintes des femmes, mais des plaintes de femmes. Je pense que vous comprenez bien la différence. Des plaintes exprimées par des femmes, des plaintes de femmes. Et finalement, vous savez, des plaintes de femmes, on peut les entendre, mais pas tout à fait les écouter. Et un des changements de représentation, c'est qu'on a réussi à migrer cette représentation vers des plaintes, puis vers des difficultés qui étaient légitimement exprimées. Évidemment, ça a totalement transformé les choses, et notamment ça a accompagné aussi une représentation nouvelle, qui était que si les femmes travaillaient à ces postes-là, vous comprenez, M. Bourmeau, c'est parce qu'elles sont plus habiles que nous, me disait le directeur, eh bien on peut peut-être changer les choses. Et on a vu des hommes arriver sur cette ligne de production, on a vu des femmes arriver sur les autres postes. Les conditions de travail, les troubles musculo-squelettiques, évidemment, une information large sur les TMS a permis aussi de changer la représentation de ce que c'était. Et puis, peut-être plus largement encore, ça a permis de comprendre que la participation, et là je te rejoins, Joanne, la participation, tu disais très tôt, des salariés, ça a aussi permis de comprendre que ces participations réelles, elles avaient des effets tout à fait heureux, pertinents. On en a donné quelques-uns, mais ça a même permis d'ouvrir des effets tout à fait nouveaux autour de la performance de l'entreprise. Le second exemple, vous voyez, je ne vais pas vraiment les présenter bien plus que ça. Le second exemple, c'est une intervention de maintien dans l'emploi pour une salariée qui est ingénieure, maîtrise d'ouvrage informatique et qui travaille en télétravail massivement. Elle va en moyenne une demi-journée tous les 15 jours sur son lieu de travail, sinon elle travaille depuis son domicile du fait de difficultés de mobilité. Et ce qui est tout à fait intéressant, je passerai évidemment là encore sous silence les enjeux d'analyse du travail portant sur cette salariée et puis le travail collectif qu'elle pouvait réaliser en quelques cas avec des outils qui permettaient ce travail distant. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que cette entreprise a nouvellement signé un accord de télétravail, ce qui a amené l'ensemble de ses collègues de service à eux-mêmes bénéficier de temps de télétravail et qui a posé des questions tout à fait nouvelles au service, c'est que finalement, comment organiser une réunion qui les implique tous physiquement et présentement dans l'entreprise lorsqu'ils sont tous en possibilité de prendre du télétravail. Et notamment, les questions de télétravail interrogeaient aussi beaucoup le service de comment on va faire pour travailler, comment je vais faire pour travailler depuis chez moi, quelles informations je dois faire, est-ce qu'il y a des tâches préférentiellement réalisables depuis mon domicile. Et finalement, cette salariée qui quelque part expérimentait le télétravail depuis 2 ans, et qui avait finalement 2 ans d'avance sur ses collègues, a été positionnée comme ressource pour le service, pour le collectif, pour le manager, pour réfléchir au télétravail, pour réfléchir aux conséquences de télétravail, à l'organisation de télétravail. Ce qui est évidemment tout à fait intéressant, puisqu'on pouvait espérer alors que le bénéfice soit tout autant pour elle que pour le service, que pour les autres. Le troisième exemple que je voudrais vous présenter est un travail réalisé avec un consultant en sciences de gestion et économiste lors d'un travail demandé par les instances représentatives du personnel lors d'un redressement judiciaire d'une entreprise qui est leader en France de la photographie de bébés en maternité. Et cette entreprise, qui va évidemment très mal économiquement, a quelque part est dans une phase tout à fait originale, en tout cas c'est pour l'instant la première à laquelle j'ai participé de ce type, qui est un redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 repreneurs qui font leur proposition et il s'agit de voir lequel des 2 va l'emporter. Et les 2 viennent avec un business model. Et le business model, pour l'un, non, pour les 2 je crois, il vient transformer le travail des photographes de maternité où il ne s'agit plus seulement que l'activité
que leur activité consiste à photographier des bébés en maternité, dans un contexte d'hôpital, avec une vie de service, avec potentiellement des soins, avec un état physique de la maman, du bébé qui soit favorable ou moins, et puis des jours, mais des jours restreints, puisqu'aujourd'hui les femmes restent de moins en moins longtemps dans ces maternités, eh bien, il s'agit aussi d'envisager à ce que ces photographes aillent au domicile de parents qui avaient accepté des photographies à la maternité pour finalement vendre de la photographie au domicile. Ce qui est intéressant dans ce qu'on réalise, c'est que dans ce qu'on fait, c'est qu'on a l'analyse de l'activité, l'analyse du travail des photographes en maternité montre évidemment un travail tout à fait inconnu de la direction et finalement même des repreneurs. Et ce que l'on va proposer, c'est à la fois une analyse critique du business model sur la base du travail futur probable, mais aussi finalement, derrière ça, la proposition d'un business model alternatif appuyé sur le travail, et qui sera d'ailleurs accepté par le repreneur. Un troisième repreneur. Je termine... C'est pas toi ? Non. Bien que l'activité m'ait vraiment passionné. Je pourrais en reparler tout à l'heure si ça vous intéresse. J'ai beaucoup de choses à vous en dire. Quatrième exemple, c'est une entreprise alors, qui fait du pari sportif, du pari hippique, je ne vais pas citer son nom, en France, et qui, derrière les critiques évidentes qui lui sont accordées du type tes clients sont vieillissants, ton offre de service doit être renouvelée, doit effectivement se renouveler, notamment, non seulement pour garantir l'économie de cette structure, mais aussi puisqu'elle fait vivre l'ensemble de la filière hippique. Eh bien, l'entreprise, dans le cadre d'un plan stratégique, a décidé d'engager un plan stratégique de déploiement de méthodes agiles pour leur nouveau projet. Et la proposition qu'on a faite à ce moment-là, c'est d'organiser quelque part, de leur proposer une intervention qui s'appuie, qui se colle à cette espèce de nouvelle directive interne qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on a proposé une intervention agile. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a proposé quelque chose qui cherche à organiser des rencontres avec un comité de pilotage, des groupes de travail, qui travaillent rapidement les données produites, et qui, derrière ces données produites, organisent de la transformation. Les projets qui vont être concernés par la méthode agile, étant étalés dans le temps, on compte sur le fait que finalement, on va pouvoir organiser comme ça rapidement des retours d'expérience de la transformation. Donc il y a l'idée aussi d'aller vers ce qui se joue déjà dans l'entreprise comme nouveau modèle ou comme modèle complémentaire. Enfin, dernière chose, je voudrais dire, c'est un travail donc d'accompagnement sur les risques psychosociaux réalisé au sein d'une composante d'une université, pas très loin d'ici, et cette université fait remonter un moment de cristallisation de ces équipes lors d'un déménagement, de réinstallation de la composante, et on nous demande de les accompagner dans ce sens-là. Et ce qu'on va mettre en place, c'est tout autant des groupes de travail que des séances d'autoconfrontation croisées, on va travailler avec des gens de la clinique d'activité, et on va produire comme ça, comme une espèce de batterie d'action, centré travail, et qu'on essaie d'organiser pour que, sensiblement, à la fois la direction de la composante, mais aussi les directions d'université qui pilotent, envisagent le travail, réenvisagent le travail dans les questions organisationnelles. Ce que je peux aussi ajouter ici, c'est que ce travail qui est situé dans le temps renvoie aussi à un travail qui a été précédemment réalisé et pensé par mon cher camarade de ma gauche. Et donc on y voit finalement dans l'intervention qui se joue là des choses qui renvoient à un temps qui précède l'intervention. Donc voilà, derrière ces 5 exemples, je voudrais dire trois choses. La première, c'est qu'il y a finalement des questions, des enjeux de structure peut-être entre l'intervention et la conduite de projet dans certaines entreprises. On pourrait, évidemment, dès lors qu'on accepte que l'intervention en ergonomie est une conduite de projet, mais on ne va pas en discuter là, ça pourrait être fait malgré tout. Il y a l'idée que dans l'intervention en ergonomie, il y a quelque chose de la singularité. On est ici dans une conduite de projet qui est probablement différente, qui est probablement nouvelle, qui est probablement originale, au regard de ce qui se joue habituellement dans l'entreprise, bien que ce soit une conduite de projet. On y verra ici, par exemple, la place du travail, les dimensions collectives participatives, les démocraties provisoires dont on a discuté aussi ce matin, la dimension pédagogique. Johan, tu en parles beaucoup, tu en parles très très bien dans cet article. L'ergonome, les décideurs et le réel, qui était il y a 2 ans, comme un flashback, la question qu'on avait posée avec Christophe sur l'organisation des rendez-vous de l'ergonomie 2015, en se disant, mais est-ce que le réel, quelque part, il joue quelque chose? Est-ce que il s'inscrit, est-ce qu'il est porteur
d'un sens dans la conduite de projet? Est-ce qu'il organise la conduite de projet? J'ai envie presque d'ajouter aussi ce qui nous a été présenté ce matin autour de la reformulation de la demande. On est probablement, ça avait été dit, notamment par Nadia, c'est pas du tout une cueillette des champignons, c'est autre chose, et je pense qu'effectivement, ça doit probablement singulariser, distinguer cette conduite de projet particulière qui est menée par les ergonomes. J'aurais d'autres choses à dire, mais c'est pas le moment. Enfin, on peut peut-être basculer et dire aussi que derrière cette singularité, il y a probablement du mimétisme. Derrière ça, j'entends qu'il y a à se coller aux démarches spécifiques des entreprises dans leur conduite de projet. Ça permet peut-être de se faire comprendre, ça permet d'encourager ça encourage l'adhésion, ça peut même accompagner peut-être une certaine forme de légitimité de l'ergonomie. On pourrait entendre aussi ici ce que nous a dit Ghislaine tout à l'heure autour de le quelque chose est très présent dans les entreprises, et finalement, d'organiser une conduite de projet qui valorise et qui organise du collectif, de la collaborative, de la co-construction, ça peut être aussi un moyen de s'y glisser. Alors ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de pencher pour l'un ou l'autre. Nous, on pense, et on en a beaucoup discuté avec Christophe, que ces questions de singularité et mimétisme sont finalement deux faces qui vont cohabiter et être tout à fait intéressantes, tant pour des aspects commerciaux, que peut-être aussi, j'ai envie de le glisser comme ça, l'idée qu'il pourrait y avoir de multipropriétaires de l'intervention. La question de l'objectif, le projet de transformation, eh bien, qui est souvent plus vaste que l'objet annoncé de l'intervention. Je veux revenir ici sur l'idée que, dans beaucoup de cas, effectivement, on a des projets de transformation qui dépassent l'intervention. L'intervention traite d'objets qui n'étaient pas dans la demande, on pourrait le comprendre, elle traite plus que la demande. Et puis l'intervention, elle produit des transformations qui sont hors du temps de l'intervention. Alors, est-ce un autre projet ? Finalement, est-ce qu'il y a un second projet, qui est celui des transformations qui ne sont pas dans l'intervention ou autre? Alors j'en vois ici peut-être à l'organique constructive, mais les pistes avancées par Johan m'intéressent aussi à ce niveau-là. Enfin, il y a aussi cette idée qu'on fait projet d'une demande qui n'était pas perçue comme étant traitable sous une forme de conduite de projet. Et du coup, peut-être, je reprends là les termes de Pierre ce matin, qui traduisent les buts et objectifs de l'entreprise en termes ergonomiques, et traduire les objectifs de l'ergonomie dans les stratégies des entreprises. Alors du coup, on pourrait essayer de nommer ce projet plus grand. Christophe vous en dira un mot, on pourrait s'intéresser à la notion de concept. Je termine là. Et quand les interventions s'enchaînent, Léo l'a dit tout à l'heure, il y a des clients on a des demandeurs qui nous redemandent. Et finalement, il y a des interventions qui sont précédentes, et des interventions à venir. Est-ce qu'il s'agit de les considérer comme isolées, comme successives, ou est-ce qu'il n'est pas pertinent de les considérer comme un système d'intervention? Où là, des questions de lien, des questions d'interaction, de dépendance, d'emboîtement seraient tout à fait intéressantes. Et du coup, on pourrait penser que certaines conduites d'intervention sont des espèces de macro-conduites. Enfin, j'ai fini. Cette macro-conduite, elle pourrait être pensée comme un dispositif organisé d'action, où il s'agit de les articuler, il s'agit donc, pourquoi les articuler probablement? Parce qu'on a des capitalisations qui sont intéressantes, des capitalisations des transformations, des capitalisations de modes de participation, des capitalisations de diagnostic. Christophe vous en dire un mot aussi encore. Et puis comment les articuler? Il y a peut-être des questions d'agencement, d'architecture à penser. Pour terminer, peut-être qu'il y a finalement à repenser l'intervention comme dispositif organisé d'action. Et où on aurait finalement à l'intérieur d'une intervention, ces actions différentes qui vont porter des objectifs différents, mais qui toutes ensemble vont porter un objectif d'ordre supérieur. Peut-être le concept. Merci à vous. Bien, merci Johan et Gaëtan. Et si je mesure à la vitesse à laquelle vous avez fait votre présentation, je crois que je vais finir vraiment essoufflé, parce que je crois que j'ai 2-3 trucs que j'avais préparés, mais je vais peut-être trancher. Alors, donc pour poursuivre, mais je crois que je vais peut-être aller assez vite, parce que je crois qu'il y a des choses que vous avez déjà abordées, et donc pouvoir avoir plus de temps pour échanger tous ensemble. Donc l'idée, c'est d'avoir, vous avez compris, je partage en partie les points de vue de mes prédécesseurs, mais il y a encore pas mal de questions qui sont soulevées, mais plutôt avec une perspective sur la formation. Donc je vais essayer de Donc on avait vu, vous avez présenté ce petit schéma, puis pour certains dans la salle, vous avez dû le revoir, parce que je le réutilise dans mes cours, un peu une vision, je dis pas que c'est pas un modèle, hein, c'est plutôt une vision de ce que serait l'intervention, et plutôt que différents temps, c'est plutôt un modèle qui se développe, c'est-à-dire à partir
Joanne en a reparlé, ou Pierre ce matin, à partir du diagnostic, comme un socle qui était fondé sur l'analyse ergonomique du travail. Et puis, le chemin faisant, les perspectives méthodologiques et les objectifs visés par les ergonomes et les champs d'investigation des ergonomes se sont élargis. Et donc, l'intervention se développe, prend différentes formes, s'amplifie, s'enrichit. Voilà. Et donc, moi, je distinguerais 3 temps. Un temps plutôt expert, centré sur le diagnostic, l'intervention vue comme une conduite de projet, et puis rejoint un petit peu ce qu'évoquait Gaëtan à l'instant, avec une perspective portée. Je crois qu'on évoquait tout à l'heure, Léonard en parlait, on vend de la démarche, on vend moins une finalité. Voilà. Donc, est-ce que la question, c'est la question de la maturité de l'ergonomie. Est-ce qu'on peut vendre de l'environnement capacitant, quoi, et comment ça se vend? Voilà. C'est une question de métier, il me semble, qui peut être importante. Et donc, du coup, si c'est une question de métier importante, et si on est d'accord là-dessus, ou pas, enfin, et ça c'est l'objet de la discussion, comment on forme à ça? Parce que vous voyez que ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Alors là, vous êtes prêts? Parce que ça va être ça le programme. Donc, pourquoi cette perspective? Modèle en développement, parce que l'intervention est tirée par les finalités de l'ergonomie, les transformations, et les transformations, les demandes de la société, les demandes s'élargissent, et les champs d'investigation de l'ergonomie, et tant mieux pour nous, s'élargissent, sont de plus en plus, on va dire, remontent. Je crois qu'il y avait cette image on remonte les strates de l'entreprise. Je crois que c'est Christian Martin qui parlait de ça. Donc on va vers le décisionnel, vers le développement des systèmes par ses composantes, etc. Et on a des exemples dans les thèses, mais dans des interventions. De plus en plus, on a vu aujourd'hui même des exemples de terrains d'élèves en formation qui sont sur ces champs. Donc c'est pas seulement une utopie. Parallèlement et en réponse, on dirait, donc là aussi ça se discute, l'intervention s'enrichit d'enjeux articulés. Donc là, je ne reviens pas là-dessus, vous pourrez regarder les travaux de Flore Barcellini qui retracent les différentes dimensions de l'intervention et qui s'articulent entre eux, donc différents enjeux à tenir et jusqu'où aller. Et donc on voit selon la perspective dans laquelle on est, on n'a pas autant. Enfin, il y a des choix qui se font. Et donc, du coup, je vais tracer rapidement quel modèle pour l'apprentissage. Donc, on utilise quel modèle pour transmettre ça? Quel processus pour l'apprentissage? Et donc, passer d'une expérimentation réglée, c'est-à-dire des modèles, mais on sait que les modèles, on l'a bien vu ce matin avec Cécile. Voilà, j'ai des choses dans le truc, mais c'est pas ce que j'applique vraiment. Je bricole, je fais de l'intuition. Voilà. Donc, comment je fais? Comment je fais très concrètement? On voit qu'on doit adapter, je reviendrai là-dessus. Et donc l'intervention, est-ce qu'elle peut être vue et comment on doit... Quelle est-elle? Donc ça va rejoindre un petit peu l'ouverture de Gaëtan. Et comment on peut la voir? Est-ce que c'est un modèle de l'action de l'ergonome? Est-ce que l'intervention donne à voir la diversité? En gros, derrière la question, est-ce que l'intervention donne à voir la diversité des actions de l'ergonome? Ou l'intervention est une part du type d'action de l'ergonome? Donc, j'ai pas la réponse, j'ai ma petite idée. Mais... Donc, formé à l'intervention, et donc là je suis parti des choses que je connais, de ce que l'on fait ici à Nantes, plutôt que d'aller raconter des trucs qu'on connaît moins. Donc comment on fait? Eh bien, donc on mobilise par étapes, on va découper, on va utiliser des modèles, et on va faire j'ai lu Janine Rogalski, pour former, il faut découper et transposer. Voilà. Donc on prend des bouts et puis on essaye d'avancer étape par étape. Donc en licence, on se centre sur l'analyse ergonomique du travail. Mais ce que je voulais un petit peu le schéma précédent, c'est un peu les poupées russes, quoi. Ça veut dire que c'est pas on passe à l'étape suivante, elle annule pas la précédente. Et il faut tout s'emboîte et il faut être très à l'aise avec le cœur pour pouvoir aller, ce serait l'inverse des poupées russes. On part de la plus grosse pour aller à la plus petite. Là, on part de la plus petite pour aller vers les plus grosses. Donc, bon, là, je passe très vite parce que vous connaissez ça. Donc, les différentes dimensions. Et quels sont les modèles qu'on sollicite?
Tout d'abord, on s'inscrit dans l'histoire de l'ergonomie, puisqu'on s'inscrit pour moi dans le schéma que j'ai. Et donc, on repart du cœur, du diagnostic, et puis on s'appuie sur ces différents modèles selon les différentes étapes. Voilà. En première année, on l'a vu avec Cécile ce matin, elle nous a remis le modèle issu de comprendre le travail pour le transformer, et puis on voit que ça s'élargit. Après, on utilise d'autres modèles. On a vu tout à l'heure sur les simulations le modèle développé par Flore Marcellini, Laurent et François Danielou. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne des repères méthodologiques pour le déroulement de l'action. Donc, c'est la partie réglée. Il faut qu'on ait des supports pour savoir de quoi on parle, pour pouvoir transmettre des choses. Sinon, on dit on va faire l'objectif, c'est faire des environnements captés. Voilà. Bon, vous avez 2 heures. Ouais, c'est un peu compliqué. On a besoin de partage d'un langage commun. C'est quoi un diagnostic? C'est quoi l'analyse de l'activité? C'est quoi les étapes? On a besoin de jalons, on a besoin de repères. On a entendu tordre le sablier. Voilà. On a besoin de repères pour pouvoir le manipuler et le transformer. Mais seulement, ces modèles, ils ne font pas tout. On voit bien que ce n'est pas les appliqués qui vont faire l'intervention. Parce qu'il y a des variétés de formes d'action en ergonomie. Tout ce qu'on a vu dans les champs qui se développent, si on s'appuie sur ces modèles-là, ça ne va pas forcément fonctionner. Et puis parce qu'il y a des dimensions plurielles de la conduite d'une intervention qui ne rentrent plus dans cette approche conduite de projet. Voilà. Quand on parle de dimension pédagogique, voilà, ces modèles-là, ils ne nous disent pas grand-chose. Donc du coup, l'intervention, elle est toujours à construire. Elle est toujours à construire par rapport au modèle, mais aussi par rapport, tout d'abord, à la demande. Et donc, Pierre nous a fait ce rappel ce matin, entre la construction du problème et la construction de la solution, donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est aussi construire des descriptifs de l'activité, et donc on leur a des fondamentaux, les fondamentaux qui se structurent dans le diagnostic, comment on pense le réel, comment la bataille du réel. Et je trouvais intéressant ce que tu nous disais sur le stress oxydant. Voilà, je crois qu'il y a une bataille du réel pour les ergonomes, là, dans la présentation. Là où les constructions de la démarche et de la méthodologie. Donc là, je crois qu'on a eu un bel exemple avec Gaëtan et ces différentes situations. On voit avec des constructions ad hoc. Construction du positionnement de l'ergonome. Je passe pas parce que je passe très vite parce que j'avais des choses. Les constructions sociales d'intervention et une conduite réflexive de l'action. Mais tout ça, voilà. Donc on a tout ça à construire, à articuler pour que ça fasse intervention. Et on voit que c'est pas si simple. Donc il me semble que l'intervention elle se construit dans l'expérience, c'est-à-dire par et dans l'action, et c'est des mécanismes d'adaptation, c'est-à-dire que les ergonomes, il faut qu'ils puissent adapter entre le régler, le gérer de l'intervention, comment on gère ça, entre le prévu et le réel, les anticipations, réactions, et là, je m'étais mis des petits exemples de tout ce qu'on invente aujourd'hui, et on en a différents. La relation entre mimétisme, se coller à ce que l'entreprise, au modèle de l'entreprise, au type de ce que peut recevoir l'entreprise, et en même temps défendre un point de vue singulier. Je crois que là, c'est bien de l'adaptation, c'est-à-dire comment, entre des dimensions quantitatives, qualitatives. On a eu un bel exemple avec Natacha. Voilà, j'ai vu 34 situations, j'en porte une. Hein, donc, comment je joue là-dessus, comment je gère ça. La singularité des situations et la pluralité des méthodes. Voilà, j'ai cette situation, mais je peux faire plein de manières différentes. Il va falloir que je compose tout un tas de méthodes. Alors, ça se fait de manière plus ou moins consciente, construite, à l'intuition. Voilà. Le projet de l'entreprise et le projet de l'intervention, je pense que ça c'est deux choses différentes, deux choses à articuler. Et le projet de l'intervention devant d'autant premier, dans une perspective de finalité ou de concept, c'est-à-dire vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on porte à travers notre action, au-delà de la démarche et de la méthode. C'est aussi des questions de plasticité, c'est-à-dire qu'on peut tordre l'intervention, on peut la construire, mais quelles sont ses bornes? Et il y a des marges de manœuvre qui sont externes, fortes ou très faibles, et il y a des marges de manœuvre internes. Interne, l'ergonome, ses connaissances,
ses capacités, les méthodes qu'il mobilise, qu'il connaît bien. On a plutôt tendance à aller vers ce qu'on sait bien faire et qui marche bien. Mais c'est peut-être pas toujours le plus pertinent. Là, donc il y a un... Je termine. Social et politique. Bon, je passe. Donc là, je rejoindrai donc la définition qu'on peut trouver dans l'ouvrage coordonné par les Québécois en 2011 sur l'intervention comme un système organisé d'action, une action participative et co-construite, modulable et adaptative, guidée par le changement. Par contre, ce qui est écrit dans l'ouvrage, c'est pas à la hauteur de la définition qu'ils donnent. Bon, donc on pourrait en discuter aussi avec eux, mais parce que ça reste très centré sur le diagnostic. Et après, ils nous disent du diagnostic qui est bien fait, on transforme. Vous voyez, dans l'échelle des modèles, du développement de l'intervention, on voit que l'ambition est bien, elle est là, mais comment on fait? Et donc la question, c'est bien le comment on fait maintenant, parce qu'il faut quand même, pour revendiquer aller à ces endroits, il faut s'outiller un peu quand même. Et donc, du coup, quel modèle de l'intervention? Je rejoins un petit peu, je dirais que c'est une réflexion partagée, vue comme un dispositif stratégique et constructif articulant des actions ergonomiques variées. Donc, juste pointer trois choses, parce que ça soulève plein d'autres questions. Tout d'abord, ça veut dire c'est une architecture singulière d'action, en articulant entre elles. La centralité de la problématique. Et donc on voit, là par exemple, on pourra en discuter, mais on a eu le mot problématique alors que c'était le problème. Je pense que la problématique, c'est quelque chose qui va articuler l'ensemble des dimensions dont on parle et qui va porter la finalité et qui est soutenu par les démarches et les méthodes que l'on peut mettre en œuvre. Et juste un exemple un peu plus précis, pour moi c'est aussi une évolution du statut du diagnostic, parce qu'il y a des diagnostics. Alors, et du coup, l'intervention porte des diagnostics. Deux exemples. On a l'exemple de Cécile ce matin qui nous dit on a co-construit avec un faisceau de diagnostics, des diagnostics qui étaient portés par HSE, par l'ergonome, etc. Et donc, c'est bien des faisceaux de diagnostics qui ont fait une connaissance sur les situations concernées, avec un point de vue partagé, pas partagé, en tout cas qui était discuté. Donc là, il y a bien des diagnostics, il y a celui de l'ergonome, mais il y a celui des autres, et qui doit s'articuler dans une intervention. Des diagnostics, parce que les diagnostics ne sont pas que sur les situations de travail. Le diagnostic historique, c'était plutôt sur les situations de travail, l'activité, qui est essentielle, et je pense que c'est un socle qu'il ne faut vraiment pas lâcher, mais qui s'articule avec des diagnostics sur le projet, des diagnostics sur l'état de la population, les diagnostics donc c'est très large. Et puis quand on va sur les questions de management, etc., ça élargit le champ des diagnostics à réaliser. Et des diagnostics aussi qui renvoient à la construction du problème, construction de la solution. On a bien vu tout à l'heure, par exemple, qu'on peut transformer pour comprendre. Transformer pour comprendre, ça veut dire qu'on est dans des actions avec des méthodologies de transformation pour comprendre, et donc qui font diagnostic. Qui font diagnostic avec des diagnostics après, puis des enchevêtrements d'interventions qui font diagnostic. Donc je pense qu'il y a toute une construction, et du coup ça change le statut du diagnostic. C'est-à-dire que le ou les diagnostics deviennent des outils méthodologiques porteurs de compréhension, porteurs de germes de transformation, et non plus une étape de la démarche ou une finalité en soi. Mais ce qui est quand même très important en termes de changement, même par les ergonomes, je pense, de la perspective autour du diagnostic. Et en tout cas, c'est plus le diagnostic médical. Hein. Et donc, l'intervention, c'est un agencement méthodologique pour et par l'action. Et donc, l'apprentissage de l'intervention, c'est par la littérature. On peut lire les modèles, mais ça va être très, très insuffisant. Ça va être par la pratique que l'intervention va pouvoir se construire, va pouvoir Et donc, du coup, je pose la question de ce qu'est l'intervention en tant que modèle de l'action pour l'ergonome. Voilà, je crois que j'ai été un peu... Merci. Donc, on peut peut-être passer à la phase de discussion. Je crois qu'on a cramé un petit peu le temps. Alors, je vous laisse la gestion des micros. Oui. Et puis peut-être si vous avez une question, Florian.
Alors, bonjour, je suis Floriane Tuernal, je suis étudiante en Master 2 et j'ai deux questions. Une première à Tambourmeau. Vous parliez de mimétisme de la conduite du projet en ergonomie par rapport à la manière dont se conduisent les projets dans l'entreprise. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est de savoir s'il y avait des modes d'organisation qui étaient anticipatoires pour la pratique de l'ergonomie. Et avant que vous répondiez, je tiens à écarter un certain nombre de choses. Premièrement, je ne vise pas de manière implicite un mode d'organisation de l'entreprise, puisque je sais qu'il y a beaucoup de reproches qui ont été faits au Lean, par exemple. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est des anti-sublimatoires, mais pas qui empêchent, pas qui refusent les conditions d'accès minimales de l'ergonome, c'est-à-dire l'accès aux opérateurs, aux situations de travail et les conditions éthiques de l'organisation. Ce qui me fait, par association d'idées, poser une deuxième question à Christophe Réal, que je connais mieux, donc je tutoie. Du coup, dans la formation, on apprend, non pas par mimétisme professionnel, mais à partir des traces de l'activité d'ergonomes qui sont déjà en poste. Et donc, la question, c'est est-ce que une formation à l'ergonomie pourrait intégrer, ou est-ce que ça ne serait pas important qu'une formation à l'ergonomie intègre un travail sur l'ergonome à l'œuvre, et non pas sur les traces de son activité. Voilà. Qui empêche à l'ergonome de construire une dynamique dans son intervention, une dynamique de transformation dans son intervention. Je vois l'idée en tout cas. Mais peut-être que j'emploie le terme à mauvais escient, c'est possible. Merci Léo. Ça m'évite de poser la question. Je réfléchissais à comment échapper à la question et finalement je me suis dit que le meilleur moyen c'était quand même de tenter une réponse. Et en restant sur ce que j'ai dit, finalement c'est plus commode. L'idée de mimétisme et de singularité qu'on avait discuté avec Christophe en préparant ces journées, c'est ni un mot d'ordre, c'est ni un choix entre deux. C'est l'idée de se dire que, et c'est pas pour rien que j'ai présenté les exemples initialement, c'est que dans certains cas, ça vaut le coup, dans certains autres, c'est nécessaire. C'était dit ce matin, il y a des enjeux commerciaux qui peuvent être, ça peut être aussi la qualité de la transformation, la qualité de l'intervention qu'on vise. Et je pense que là, pour le coup, si j'ai bien compris cette question d'autosublimation, il y a en tout cas clairement à bien narguer, à bien organiser ce que nous on va nommer de participation, de co-construction, et à surtout pas leurrer les acteurs sur ce qui pourrait se jouer dans l'entreprise et amener à croire qu'on cherche à faire la même chose. Et du coup, peut-être que dans ce cas-là, il faudrait ajouter quelque chose qui a... Il y a peut-être une face à ce mimétisme qui est parfois justement à bien montrer ni de la singularité, mais bien une différence profonde et marquée à ce qui était organisé initialement dans l'entreprise. Moi, je me demande si la question qui t'était adressée n'était pas plus simple, en fait. Et donc là, je suis un peu embêté, parce que... Moi, alors, je vais répondre un petit peu aux deux questions, puisque tu as parlé de mimétisme dans les deux cas. Pour moi, l'idée du mimétisme, c'est de se dire que l'intervention, c'est pas un sacro-saint
hermétique, figé, canonique, etc. Donc c'est s'autoriser à tenter des coups. Et je crois que les consultants tentent des coups, les chercheurs tentent des coups, ils vont sur des territoires qui n'étaient pas... Voilà. Et donc le mimétisme, c'est ça, ça veut dire qu'il faut rentrer, il faut pouvoir rentrer pour tenter des coups. Et tenter des coups, c'est des coups méthodologiques et des coups qui vaut d'y aller. Et ce qui vaut le coup d'y aller, c'est là la question qui est posée. C'est-à-dire, quelles sont les conditions que l'on a, mais là, déontologiquement en tant qu'ergonome, et puis en termes de communauté d'ergonomes, c'est qu'est-ce qu'on vise en termes de transformation. Parce que derrière, il y a des questions de quel changement on vise, ou résistance. Parce que c'est les deux termes, quand j'ai écouté Johan, c'est les deux termes que j'ai notés. Quand il nous a parlé de la financiarisation, hein, dire comment on rentre, est-ce que c'est d'accompagner des changements qui seraient autres que ceux qui sont massifs, et quand tu n'accompagnes pas ces changements, est-ce que tu ne rentres pas dans une forme un peu de résistance? Parce que forcément, quand c'est aussi massif, donc comment on fait? Et comment on fait si on rentre dans une résistance frontale? Je ne suis pas sûr qu'on rentre. On a compris ce matin avec on était dans des... Ce qui devient classique est quand même très loin d'être hégémonique, voire tout petit. Voilà. Et donc, si on attend qu'on nous appelle, je crois que c'était la formule exacte de Christol ou de Wissner, si on attend qu'on nous appelle, il ne va pas se passer grand-chose. Donc le mimétisme, c'est un peu une forme de pied dans la porte, mais c'est aussi de comment bénéficier des actions qui sont déjà dans l'entreprise, parce qu'il ne faut pas voir l'entreprise tout en sombre. On voit les photographes de bébés, là. Voilà. Donc comment on s'insère, on a une lecture des milieux dans lesquels on intervient pour trouver un point d'accroche. Voilà. Alors le point d'accroche, c'est l'organisation agile. Voilà. Voilà. On se dit, tiens, là c'est un point d'accroche, du coup, on va avoir un lieu de confiance, de connivence sur lequel le projet va pouvoir prendre, et donc du coup je vais pouvoir m'insérer dessus. Où on arrive, voilà, non, moi ce que je vais vous expliquer, l'ergonomie c'est pas ça. L'ergonomie, ça se passe en 3 étapes, voilà. Ça marche moins bien, on a cru comprendre que ça marchait moins bien. Donc, la question c'est comment on s'outille pour pouvoir tenir une autre position, en fait. Et mimétisme, ça ne veut pas dire faire le béni oui-oui. Ça veut dire qu'il y a des conditions, ça veut dire qu'est-ce qu'on tient, tenir le réel, qu'est-ce que ça veut dire, tenir, voilà. Et donc, tenir le point de vue des opérateurs, le point de vue de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse avoir un lieu de partage sur lesquels c'est pas l'individu tout seul porte. Il faut qu'ils se sentent un peu... je crois qu'il y avait un appel ce matin assez fort de François sur oui, il faut qu'on échange, il faut qu'on débatte, il faut qu'on construise ensemble, parce que quand je me retrouve tout seul, j'ai des positions dures à tenir. Quand je parlais d'adaptation tout à l'heure, vous voyez que quand j'adaptais à tout ça, et le monde qui est devant nous, il est bien ça, et donc l'intervention, elle intervient dans le monde qui est le nôtre, c'est pas un monde virtuel. Et donc voilà, par rapport à ta question, donc la singularité, c'est qu'est-ce que tiennent les ergonomes, ce sur quoi on peut apporter, qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qui fait socle, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle dans la formation les fondamentaux, les incontournables. Je pense que c'est des choses qui font communauté, hein, qui font genre. Voilà. Et donc il y a une forme de dualité entre... Et donc qui se pose à la question, voilà, est-ce qu'on dit qu'on vend des baguettes de pain ou on dit non. Je pense que c'est ce rapport-là derrière. Pourtant, il avait dit qu'il y avait une façon plus simple. Oui, oui. Ouais, je vois qu'il n'y a pas de bras qui se lèvent, donc je vais tenter une réponse. Ouais. Ouais. Là, tu veux peut-être répondre à...
J'ai rien contre les trucs anti-sublimateurs ou je sais pas quoi, mais j'avoue que je comprends pas la question, donc j'ai du mal à comprendre les réponses. Mais c'est un problème qui m'est propre probablement. Non, j'ai pris j'ai l'impression d'avoir vécu il y a 2 siècles. J'ai 34 ans, j'ai été formé à Bordeaux il y a moins de 10 ans, enfin tout juste 10 ans. Et j'ai l'impression que quand le chemin des réflexions sur l'intervention ergonomique a explosé, enfin moi à l'époque j'étais formé à la conduite de projet, donc juste après la bulle bleue du diagnostic, il y avait la petite bulle autour, et il y a des bulles qui s'emballent. On a parlé de singularité, de mimétisme, d'une ambition constructive, d'une ambition formative de l'intervention. Plusieurs questions. La première, est-ce que c'est le rôle de la formation initiale de former des gens à savoir faire tout ça ? Parce que sinon il va falloir quand même beaucoup de temps au bout d'un moment pour former les gens à savoir faire tout ça. La deuxième, c'est si on part sur des ambitions dès la formation initiale d'être capable de faire des interventions constructives, formatives, et que sont les marqueurs qui font qu'on fait encore de l'ergonomie, parce que les sciences de gestion, notamment les RH, ont des approches qui peuvent de loin ressembler et qui me semblent fondamentalement différentes. Voilà. Et donc troisième question, c'est que il me semble compliqué que tout ça puisse être de l'ordre de la formation initiale, et du coup se trouve entre la formation initiale et le moment où on a une pratique relativement assurée, un temps entre les deux dans lequel le métier est probablement en danger en fonction de comment on le pratique, et notamment devant cette complexité nouvelle dans l'intervention, et du coup comment on assure cet entre-deux, ces premières années de pratique. D'ailleurs le titre d'ergonome européen parle de ça, hein. Ici, pour avoir de pratique à justifier, c'est pas pour enfiler des perles. Donc voilà. Et juste, je voulais pointer une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un léger décalage entre la réalité du marché et des demandes et ce qu'on a pu voir avec toutes ces ambitions très fortes. Voilà. Est-ce que c'est nos ambitions qui doivent tirer le marché, ou est-ce que c'est le marché qui doit quelque part freiner nos ambitions ? Alors, moi je partage complètement, mais avec des nuances, parce que tu soulèves le problème de la discipline évolue, et même sa pratique évolue, on le voit concrètement. Enfin, moi ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est une pratique qui évolue. Intervenir manager comme ça en conduite de projet, on n'a pas énormément d'exemples de simulations de ce type-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rater le train, d'une certaine manière, et pas laisser faire à d'autres ce qu'une discipline pourrait s'accaparer. Donc là, il y a des discussions sur ça. Mais tu as tout à fait raison sur le fait qu'il y a un marché, il y a des entreprises qui économiquement doivent vivre, etc. Bon, ça, c'est un premier tas, et il ne faut pas le laisser comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser vivre les choses, parce que d'autres consultants, par exemple, vont traiter les sujets. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on est parfaitement légitime. L'autre question, c'est en termes de formation. Je vais même rajouter une difficulté, c'est que les programmes de formation, en tout cas ce qui nous concerne à Bordeaux, vont vers la diminution des temps de formation. Donc la question, c'est on rajoute des choses ou on fait des choix. Et je sais que nous, les questions qu'on se pose en termes de pédagogie, c'est quelles sont les bonnes graines que l'on donne en formation initiale. Par exemple, faire venir des gestionnaires, plus qu'on ne le faisait, pour sensibiliser un peu, on ne peut pas les former, mais sensibiliser les futurs ergonomes à l'approche gestionnaire, ce que font des gestionnaires et qu'est-ce que c'est des outils de gestion, par exemple. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas former, on ne peut pas préparer. Une simple, intervenir auprès des managers comme l'intervention tout à l'heure. Alors j'ai lu, je ne sais plus si c'était la même intervention ou celle d'avant, qui disait les managers sont des travailleurs comme les autres. Oui, mais franchement, non. Dans la réalité, ce n'est pas les mêmes. En groupe de travail, enfin, à comprendre leur activité, à les animer et à animer des groupes avec des managers, ce n'est pas la même chose. Et avoir un entretien avec un manager, c'est pas la même chose. Il y a d'autres difficultés. Alors préparer nos futurs ergonomes pendant nos formations initiales à tout ça, la réponse est non, on ne peut pas. Donc, mais il faut continuer à discuter, parce que la discussion permet de cibler ce que tu disais. Quelle est un peu la bande que l'on vise, et quelles sont les bandes autour qui permettront de développer sa propre activité en fonction de là où on est, en fonction des demandes que l'on a. Voilà, donc il y a quand même une réflexion à avoir en termes d'intervention et de base, et puis peut-être développer des formations continues, par exemple, pour les ergonomes. Je voulais juste... Gaëtan, juste si tu me permets. Pardon, c'est en lien direct avec ce qui vient d'être dit par Johan.
La question que tu soulèves, Johan, c'est est-ce que c'est la DIN qui du coup invite le métier à pratiquer de nouvelles formes de pratique, ou est-ce que c'est l'inverse? Parce que j'avais la sensation que tu étais en train de dire que globalement la discipline était en train de courir après la pratique. Moi, c'est pas comme ça que je lis les choses, clairement. C'est-à-dire que je pense que l'interprétation des avancées ou des explorations qu'on peut lire à droite, à gauche, qui du coup peut donner ce genre de choses. C'est la première chose que je voulais dire. Et ça fait un pont. Et juste, ça fait un pont avec ce que disait Christophe tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il parle d'explorer des territoires, il n'y a pas franchement de gloire à essayer de développer l'ergonomie dans des endroits qui n'avaient pas été explorés jusqu'à présent. La méthode, elle est là, elle est disponible, on essaie d'aller explorer. Par contre, essayer d'insérer de nouvelles formes de mise en œuvre de la pratique, c'est vachement plus casse-gueule. C'est-à-dire que, comme le disait Eric tout à l'heure, il y a, je vais pas anticiper sur ce que dira François Hubaut demain, mais il y a un grand courant en ce moment qui est en train de prendre conscience que le crédit d'un cabinet finalement se construit sur la confiance, moins sur ce qu'il est capable de vendre en termes de méthodo, et c'est un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une entreprise va ressolliciter un cabinet avec lequel il a bossé, ou va solliciter, ou va recommander dans d'autres départements ou dans d'autres unités le cabinet. Alors c'est souvent même pas le cabinet, c'est souvent le consultant en question, parce que on sait qu'on peut lui faire confiance. Et que les conséquences de la coopération ou de la co-construction, peu importe comment vous appelez ça, et c'est vraiment la question de la confiance. Et donc du coup, la capacité exploratoire de nouveaux territoires de nous, professionnels, pour le coup, elle peut se jouer sur répondre à des appels d'offres sur lesquels on ne serait pas allé, se positionner par exemple sur de la conception de produits, aller taquiner des marchés marketing. Ça, on sait faire, ça, on peut faire, parce qu'on a nos outils et que du coup, on peut y aller. Par contre, maintenant, jouer des coups méthodologiques sur lesquels on ne serait pas capable de garantir un résultat a priori. Parce que quand je blaguais tout à l'heure en disant on ne sait pas où on va, mais on sait comment on y va. Blaguez pas. C'est pour moi la seule chose à laquelle je me raccroche, c'est à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je me dis toujours mais merde, comment je vais arriver à me sortir de ça? Et la réponse systématique, pour le coup, c'est les fondamentaux. Et Dieu sait si c'est quelque chose que je porte, on sait bien. Mais c'est les fondamentaux de la méthode. Et c'est ça aussi qui fait confiance et qui crée confiance, me semble-t-il. Non pas dans les fondamentaux, mais dans les résultats qu'ils peuvent produire. Ouais, juste sur la première partie, après le cabinet, je laisserai Gaëtan peut-être répondre, mais c'est pas la discipline qui court après les praticiens. Non, enfin, si c'est ça qui a été perçu comme message, c'est pas du tout ça. Alors, je ne sais pas si l'un précède l'autre. Certainement que les chercheurs sur la pratique ont à investiguer un peu plus du côté des champs, à investir, mais aussi des méthodes. C'est aussi notre rôle. Mais là aussi, petite inquiétude sur le fait qu'on puisse le faire encore longtemps. Je ne suis pas certain que la recherche en France valorise énormément les recherches sur la pratique métier un peu isolées comme ça. Hein. La réalité, elle est là aussi. Hein. Donc mon message, ce n'était pas de dire qu'on courait après, mais qu'il y ait plutôt un dialogue, que la discipline soit plutôt en avance et qu'il y ait plutôt un dialogue entre le praticien et la discipline. Je vais d'abord revenir juste sur ce que disait Eric, parce que je te rejoins, hein, j'ai mon formation en ergonomie au siècle dernier. Voilà. En tout cas, moi, ma formation date de là, et mon premier congrès de la SELF également. Et pour le coup, c'est pas du tout de ça dont on parlait. Ou en tout cas, je n'étais pas capable à ce moment-là de lire ce qui pouvait être dit, qui pouvait joindre ce dont on a parlé cet après-midi, mais à mon avis, ce dont on a parlé toute la journée. Et pourtant, s'il y a de la complexité, peut-être dans ce que tu soulignais, peut-être s'il y a également l'écart entre ce qu'on peut attendre d'une personne qui va être formée en 2 années avec un Master 1 et un Master 2 par rapport à des pistes, hein, à des germes. Christophe l'a utilisé ce terme aussi, qu'on a essayé de lancer là et discuter. Si on ne leur donne pas à voir ce type d'intervention, à côté de quoi on passe? À côté de quoi ils passent?
Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a cette idée qu'il y a peut-être une posture, alors j'ai cru comprendre qu'ici, il y en avait beaucoup, réaliste, à tenir dans la formation. Et dans le même temps, est-ce que on n'est pas, lorsqu'une intervention a tourné d'une certaine façon, lorsque des résultats différents ont été obtenus, est-ce qu'il y a l'économie d'écrire, discuter avec des étudiants parce que elles seraient peut-être plus éloignées de ce qu'ils peuvent viser. Je ne sais pas. Enfin, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. Je dis que ce que tu dis m'amène à penser ça. De façon extrêmement courte, j'ai, dans mes 2 dernières années au CNAM Paris, assuré un cours avec Flore Barcellini, on avait appelé Conduite stratégique de l'intervention. Et j'en avais discuté avec Christophe, et je m'étais posé la question de est-ce l'occasion, dans une séance de 3 heures, un vendredi soir, poser sur la table aux éditeurs du CNAM parisien différents modèles de l'intervention qui cohabitent et prendre le temps de les discuter. Mais ça durait 3 heures, c'était seulement 3 heures. Alors on avait Comprendre le travail pour le transformer, il y avait le modèle proposé par les collègues québécois d'intervention en ergonomie, il y a le modèle que vous connaissez tous ici de Flore, Laurent et François, et puis il y a le modèle en sablier que Christophe vous fait tourner et discute ici, entre autres, et les tuteurs. Eh bien on a posé ça sur la table, on en a discuté. Et moi je pense que ce que ça a produit, peut-être dans un temps court, c'était de la discussion et peut-être une façon une façon peut-être ambitieuse de discuter de la pratique, mais avec assurément un moment de déstabilisation, parce que finalement, lequel choisir, lequel est le bon, pourquoi il y en a plusieurs, voilà. Mais ça avait été vraiment extrêmement utile. Et donc ça me permet de rejoindre le premier élément de ma réponse. Je crois qu'il ne faut pas s'épargner de discuter des choses envisagées là, même si probablement, dans le cadre de la première intervention, dans le cadre des premières interventions, on touche à ça ou pas, on a vu des interventions aujourd'hui qui étaient clairement dans le scope de certaines pistes qu'on a lancées là. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi quand même à voir comme lecture. Moi, pour poursuivre, le propos, c'est pas un propos de révolution sur les modèles de l'intervention. C'est dans la poursuite de ce que tu dis, c'est de mettre en action les différents modèles qu'on a sous la main, et que ce que l'on voit dans le réel de l'intervention, de ce que moi mon observatoire, c'est les terrains des élèves de première année, de deuxième année. Et ce que je constate, c'est qu'ils suivent pas les modèles qui sont dans la littérature ou que l'on enseigne. Ils s'en détournent, ils les réagencent, ils mettent un petit peu, ils attrapent un truc de l'un qui réintègre dans l'autre, etc. Et donc, je pense que l'intervention, c'est ça, c'est une question d'agencement. Et la question qui se pose, c'est quels sont les agencements qui tiennent et ceux qui ne tiennent pas. Quand on emboîte 2 modèles qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas sur les mêmes niveaux conceptuels, ça ne marche pas. Et donc, je pense que c'est plutôt notre travail, là, en formation, d'accompagner ça. C'est ce que tu es en train de faire, c'était la communication de ce matin. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire, là, j'ai lu ça dans la littérature, est-ce que je peux mobiliser ces connaissances-là pour faire intervention ? Oui, non, et donc là, il faut en discuter avec des tuteurs, des intervenants qui ont une capacité de tirer, de dire s'il est possible, de capter de ces connaissances-là pour l'action. C'est ça mon propos, c'est pas de dire les modèles de l'intervention d'avant, de machin, de date. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est vraiment quelque chose d'assez pratique. On a des problèmes qui sont face à nous, qui sont nouveaux, ou qui sont pas forcément nouveaux, mais qui arrivent de manière donc il faut trouver des... Et je pense de dire que le modèle de l'intervention c'est celui ou cela, en fait c'est une hybridation de différentes choses. Voir, ce que j'avais fait une autre slide, c'est que les modèles de l'intervention, de l'action, ce qu'on dit, et encore je pense que c'est faux, ils sollicitent et s'intègrent avec d'autres modèles, ceux qu'on a vus ce matin, un classique, le schéma de la régulation, il est toujours dans l'ombre des modèles de l'intervention, c'est-à-dire qu'ils nous guident autant nos actions que
Petit 1, l'analyse de la demande. Petit 2, diagnostic. Petit 3, transformation. Et donc, je pense que l'intervention, c'est cette architecture, cet assemblage. Et donc, la question qui me semble, c'est par rapport à la demande, à la question qui est posée, est-ce que l'articulation, le montage de l'intervention que l'on fait, nous, en intervenant, mais que construisent, ce qu'on dit bien, construire et conduire une intervention. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui se fait sur mesure. On fait des choix, on prend un peu... On fait plein d'observations, on ne fait pas d'observations, mais on fait plutôt des entretiens. Rien que ça, déjà, c'est des agencements, de mon point de vue. Donc c'est ça qu'on doit accompagner. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Bon, je crois que j'ai déjà dit. Pierre. Oui, je trouve la discussion vraiment intéressante là, qui est initiée peut-être par la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut enseigner, qu'est-ce qui est réaliste d'enseigner. Alors je voudrais broder un petit peu là-dessus sur plusieurs angles. D'abord, moi, mon constat, c'est que si je regarde ce que j'ai entendu aujourd'hui et ce qu'on voit se faire dans les interventions de M2 à Paris, hein, c'est ce qui est visible pour moi, voilà. Je constate de fait qu'il y a un élargissement considérable de ce qui est fait et que les questions qui sont traitées sont des questions qui n'auraient pas été traitées il y a 10 ans, hein, et que de fait les gens qui sont en fin de formation sont capables de les traiter. Donc je ne serais pas forcément aussi... j'interdirais rien, quoi. De ce point de vue-là, je vois bien qu'on arrive, c'est possible. Tout à l'heure, Gaëtan, tu parlais d'une intervention plus en termes de... On va agir sur le business model. Je pense on a eu une intervention là il y a 2 ans, Octave, dans le cadre de la mémoire de fin d'études. Je ne pense pas qu'on aurait dit ça du tout il y a 10 ans. Voilà, bon. Je constate que c'est possible aujourd'hui. Voilà. Donc c'est aussi que parce que on est capable de penser les choses de ce point de vue-là, et de fait, on voit bien que les gens qui sont en formation, ils sont capables d'embrayer sur ça. Donc je ne serais pas forcément négatif là-dessus. Alors après, il y a un deuxième point, c'est forcément quand j'interviens ou quand, je ne sais pas, moi je interviens, là, évidemment on a tendance à dire, à se mettre un peu sur les questions chaudes, et puis donner des exemples d'expérimentation au sens propre, quoi, de choses qu'on essaye, qu'on tente dans des situations réelles. Alors sur cette question de l'expérimentation, j'aimerais bien qu'on revienne, mais demain, parce que là c'est pas ça dont je voudrais parler, parce que je pense qu'il faudrait tirer les conséquences de ce qu'on dit quand on dit expérimentation. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une expérimentation en entreprise? Et en particulier, en quoi ça contribue à construire les connaissances en ergonomie et les compétences des ergonomes. Mais on y reviendra demain. C'est pas là-dessus que je voulais parler. Je voulais dire, voilà, on peut voir cet élargissement de ce qui est fait en ergonomie de façon simplement, on peut se dire, voilà, on se donne des objectifs de plus en plus ambitieux, on intervient sur des sujets de plus en plus divers, genre business model ou autre, voilà. On investit des méthodos qu'on pique aux autres, mais qu'on prétend faire mieux que les... Moi, je pense qu'une bonne partie de l'ergonomie, c'est de faire du lean mieux. On est meilleur on fait du lean avec des meilleures méthodes, je pense. On fait des méthodes agiles avec des meilleures méthodes, parce qu'on s'appuie sur... Bon, ça, c'est histoire de provoquer. Mais au-delà de ça, de façon, on se dit, voilà, on voit ça sous forme d'une expansion du champ, et alors on tombe un peu peut-être effectivement dans la crainte qui était exprimée tout à l'heure sur est-ce que c'est vraiment crédible de faire ça avec des gens qui sont en formation. Où on voit ça sous l'angle de Kuhn, en disant finalement il y a des changements paradigmatiques, et on ne voit plus la discipline de la même façon. Et c'est donc du coup, c'est pas que simplement une espèce d'expansion, c'est un regard différent sur les choses. C'est un regard différent sur les choses, et par exemple, je trouve que et du coup qui pose des nouvelles questions, mais qui en abandonne d'autres, comme dans toutes les révolutions scientifiques. On regarde les choses différemment. Et par exemple, le fait qu'on se pose la question du développement, cette perspective constructive qui à mon avis a toujours été plus ou moins présente, mais qu'on identifie mieux aujourd'hui, ça change le regard sur fait.
en fait, et sur ce qui est visé, et notamment sur la question, ça transforme la question de la généralisation, la question de la pérennisation de l'intervention. Et finalement, du coup, est-ce que vraiment on complexifie le travail des jeunes ergonomes, ou on leur donne un autre regard sur les choses? Oui, mais il faut se poser aussi la question de l'accompagnement pendant la formation et ce qu'on fait faire aux étudiants pendant la formation. Et donc on peut leur permettre, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'exemples où on leur permet d'aller assez loin parce qu'on est, peut-être aussi on a des dispositifs de suivi de leur terrain, un peu les uns et les autres, qui sont quand même très serrés. Et c'est quand même peut-être très spécifique à notre discipline. Quand je discute avec d'autres collègues, ils ont du mal à comprendre pourquoi on met tant d'heures dans le suivi de stage, par exemple. Ils nous disent, ils vont en stage, terminé. Donc c'est vrai que le dispositif qu'on met en place pour les accompagner est quand même très... Et donc ça leur permet d'aller un peu loin. La question que moi je me posais, c'est une fois qu'on les a lâchés, voilà, traiter des questions de management comme on a vu tout à l'heure, je pense que c'est pas forcément très simple. Et donc il y a à se poser aussi la question du développement du métier après la formation initiale, différemment de ce qu'on faisait, je pense. J'ai rechouré le micro en passant. Alors, juste pour me faire comprendre, j'ai absolument rien contre le fait d'élargir le champ, mais c'était plus ce que vient de dire... Non, vraiment. Ce que vient de dire Yann, et pour donner un peu de réel de notre travail en tant que tuteur ici, si on reprend le cas de... On a fait une communication, donc maintenant vous savez tous sur quoi il a travaillé. Si on reprend de l'interne ce qui s'est passé, on s'est plus ou moins engueulé entre tuteurs pour se dire est-ce qu'on la laisse aller sur ce champ ou pas, sachant que sur d'autres parties de l'activité, de l'analyse du travail notamment, et l'analyse du travail des opérateurs, le travail est moins abouti. C'est pas une critique, hein, Mario. Salut. Mais voilà, mais on s'est un peu engueulé et on s'est dit aussi que le cadre du CNAM, c'est un cadre. Enfin, moi je connais pas les autres formations bien, hein, mais le cadre qu'on a aujourd'hui au CNAM de Nantes, c'est un cadre qui est vachement sécurisant et par la présence du tuteur, mais du groupe de tuteurs, enfin de l'équipe de tuteurs, on arrive à tenir le métier dans cette expérimentation. Et ma question est plutôt à l'inverse, c'est de se dire, on ouvre un champ des possibles qui devient plus grand et comment on tient ce métier après, dans un cadre qui est beaucoup moins sécurisé, c'est-à-dire une fois que le diplôme est donné, on a des gens qui se retrouvent tout seuls dans plein de situations, les services de santé au travail, etc., qui montent leur structure. C'est d'ailleurs quelque chose qui est relativement nouveau. On voit beaucoup de personnes qui montent leur structure en sortant. Comme métier dans des interventions complexes, lorsque finalement on est beaucoup moins encadré. Et c'est plutôt cette question-là, moi, qui m'interroge. Parce que dans le cadre du CNAM, oui, il y a l'expérimentation. Je fais partie des gens qui ont poussé Mario d'aller là-dessus, contre l'avis de confrères. Oui. Enfin, je ne sais pas si ça amène une réponse, juste un petit... Moi, je trouve ça très sain qu'on s'engueule là-dessus. Voilà. Non, mais quand je réagis, c'est pas que tu disais le contraire. Je trouve ça plutôt sain, ça veut dire que c'est très vivant. Là, pour le coup, par rapport à ta remarque, Mehdi, c'est plutôt nous qui vous suivons. Hein. Par exemple, la Marie-Aude, c'est plutôt... Nous, on se posait... La question, c'est est-ce qu'on suit Marie-Aude sur où elle veut aller, là? Ou est-ce qu'il faut la freiner parce qu'elle se met dans des situations, dans le contexte d'apprentissage, qui sont... voilà. Oui, mais c'était l'invitation de François, hein, discuter. Hein. Pour répondre à Eric, il y a des initiatives. Moi, je rejoins complètement ça, puisque finalement, je suis un jeune ergonome. Je suis sorti il y a 3 ans. J'ai envie de vous dire, tant que je suis en formation, j'ai mon tuteur qui est dans la salle, mon ex-tuteur de M2, donc je ne sais pas s'il réagira, mais quelque part, je peux me tenir à la rambarde et prendre des risques. Dire quelque part, je ne risque pas la sortie de route. Là où on va dire, quand je sors de la zone sécurisée, c'est quand j'ai mon diplôme, que je me retrouve sur le marché, que je dois m'engager. On va dire, là, c'est là où vraiment ça commence. Alors moi, je peux vous faire part modestement de mon expérience. Il existe des choses qu'on a trouvé à mettre en place au-delà de ce que j'ai évoqué ce matin, par l'intermédiaire d'une initiative qu'a pris Nadia. On a mis en place, entre guillemets, on nous a proposé un cadre de supervision. D'accord ? Avec un père expérimenté, il sera là demain matin, il vous parlera de plein de choses. Et tous les 2 mois, 10 fois par an, c'est ça? Parce que c'est toi qui as mis ça en place. 10 fois par an, on se retrouve
Et on va être sur les basiques du métier, d'accord ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit ici, on est armé quand on part. Moi, je vais parler pour moi. Moi, les couches n'avaient pas séché, d'accord ? Et puis, je suis parti pour aller présenter... je me retrouve dans certains propos pour aller présenter des services, aller vendre mes services sur des sujets, des problématiques. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai besoin, eh ben, je suis assez d'accord, je ne sais pas si je travaille bien, je n'ai pas beaucoup de clients, mais les clients que j'ai, ils me re-signent. Donc je me dis, bon, je ne sais pas si je fais bien mon travail, mais ça doit avoir son utilité quelque part. Donc ça, c'est un indicateur pour moi. Et derrière, quand j'ai commencé à mettre en pratique sur les basiques, cette supervision, on est vraiment sur des sujets basiques, l'analyse de l'activité. Et je l'ai entendu tout à l'heure, il faut vraiment être à l'aise sur les premières couches, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'aise sur ces choses. Il faut y revenir en permanence, et c'est une fois qu'on est à l'aise là-dessus, qu'on peut vraiment se permettre d'aller sur des sujets tels qu'on les a évoqués aujourd'hui, tout seul, une fois qu'on est en dehors de la formation, accompagné par des gens expérimentés, et on tente des coups en fonction de son capital confiance à l'instant T, en fonction de son vécu passé. Et en fait, les choses se construisent doucement. Mais le conseil que je peux donner, moi, j'ai envie de dire, je ne vis pas les choses de la même manière depuis que j'ai attaqué cette supervision. J'ai fait 2 ans sans supervision. Je suis en supervision depuis 3-4 mois. Et j'ai envie de vous dire, je ne m'en porte pas plus mal dans ma pratique. Parce que ça m'amène à me réinterroger sur les basiques. Et là, les couches, elles sont... Alors, il n'y a pas de solution idéale, mais celle-là, c'est une initiative de Nadia que je trouve extrêmement intéressante. Et on est 4, je ne me trompe pas, on est 4 ergonomes du CNAM, ex-diplômés, qui sont dans ce dispositif. Mais c'est pluridisciplinaire. On a des RH, on a des responsables qualité, on a un peu de toutes les disciplines, mais le cœur, c'est la pratique du métier sur les basiques. Et ça fait beaucoup de bien. Donc là, il est 17h25, c'est juste pour le plaisir hein, maintenant. Hein, vous pouvez rester. Hein. Anne. Attends. Il faut que ça... Là, c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. Tout à l'heure, dans une des interventions, il parlait d'un dispositif d'évaluation qu'ils ont mis à la fin de l'intervention. Et j'ai trouvé ça intéressant et je voulais savoir quel était l'état de la réflexion à ce propos. Tu parles de quelle intervention ? D'évaluation. C'était... C'était qui ? En fait, tout à l'heure, il y a eu une intervention, et où vous parliez d'avoir mis en place une évaluation quelques mois plus tard. Et je voulais savoir si on était formé à ça, sinon quel était l'état de la réflexion par rapport au fait d'évaluer notre pratique quelques mois après notre intervention. Voilà. Alors, qui veut répondre ? Oui, c'était... Non, ouais. Nous, ce qu'on a évalué ce matin, ce qu'on a présenté, en fait, on a évalué à 3 mois la pratique des opérateurs qu'on a formés. Voilà. La manière dont on l'a évalué, c'est qu'on avait mis un dispositif qui consistait à demander aux opérateurs de sur des pratiques qui étaient plutôt, on va dire, sécurisées, en tout cas les choses qu'ils voulaient maintenir, les choses qu'ils avaient envie de tenter et les choses qu'ils avaient envie d'arrêter. Donc on a donné 3 lignes directrices à l'issue de la formation basée sur leurs pratiques. Ils se voyaient, on réintroduisait un peu de théorie sur du biomécanique, sur une dimension plus mentale, sur la charge mentale, et derrière on leur demandait en sortie de prendre des engagements sur ce qu'ils avaient envie de poursuivre, ce qu'ils avaient envie d'arrêter, ce qu'ils avaient envie de bouger. On est revenu 3 mois plus tard, on est reparti de ces engagements, et on a passé notre demi-journée à discuter avec eux et on s'est rendu compte, c'est là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui avaient bougé et qu'on pouvait estimer raisonnablement qu'on avait gagné. Et là où on s'est rendu compte que l'évaluation avait produit des effets, c'est ce qu'a Anne-Sophie, c'est que quand on est arrivé, la direction nous avait interdit sur tout ce qui était organisation
d'être sur ce champ-là. On restait sur du geste et posture, même si quelque part, nous, on est rentré par la pratique, on y a mis autre chose. Et en fait, on leur a proposé, un peu gratuitement, de synthèse le même jour avec des représentants de la direction. On avait prévu une restitution d'une demi-heure, on est resté 1h30, et en fait, on a appris après coup sur des préconisations que, alors après c'est technique, mais le fameux spoiler, qui était pour nous quelque part un peu notre totem avec Anne-Sophie, qui était de dire ce spool, vous y toucherez, c'est une machine qui n'avait rien à faire et qui les gênait tous. Et la première chose qu'on nous a dit, ça fait des années ça faisait 2 ans que le labo il était monté, jamais vous y toucherez à ce truc-là. C'est pas possible. Et les opérateurs nous avaient confié à un moment donné, il y a une salle derrière, il suffirait de percer un mur, il y a une salle qui fait rien, qui est complètement noire. Là, on demande juste à ce qu'il soit mis là, parce qu'en fait, nous, il nous embête et il nous sert pas. C'est pas à nous. Et en fait, 2 mois plus tard, on a appris que finalement, le spooler, il a bougé. Et que là, on avait aussi fait des gains après notre départ. Donc, on en a parlé aujourd'hui. L'évaluation, moi, j'ai envie de dire, de mon point de vue, c'est plutôt réussi. Voilà, c'est ça qui nous a permis de mettre en place des critères d'évaluation. Mais on les avait pensés au départ. On a proposé un cadre et qui a été accepté. Et je pense que si on a été retenu, c'est aussi ça qui nous a différenciés. C'est de dire, on s'engage à revenir 3 mois plus tard, un peu discuter de ce qui s'est passé. Et d'un point de vue, là, purement métier, mais aussi commercial, c'est ce qui a fait la différence pour qu'on soit pris sur cette intervention. Je voulais juste redire 2 petites choses. D'abord, pour revenir sur la présentation de Johan, quand tu parlais des niveaux d'action, tu soulignais évidemment l'entreprise, qui est quand même celui sur lequel on a l'habitude d'aller. Et moi, j'avais pensé... Mais évidemment, il m'aurait fallu au moins 3 heures pour décrire d'autres interventions que j'avais envie de discuter avec vous. Et j'en ai peut-être juste une petite, je vais décrire très rapidement. C'est un accident mortel de bus. Et donc c'est une qui a ses chauffeurs, a tout le staff qui les entoure, mais les arrêts de bus, les bus appartiennent à l'agglomération. Et on a achoppé face au fait que comment atteindre des niveaux de gouvernance quand c'est une agglomération. À l'intérieur de l'entreprise, finalement, le diagnostic il a été partagé, les pistes ont été discutées et on a pu mener des choses, mais on s'est heurté finalement à d'autres niveaux d'action sur lesquels on n'arrivait pas à aller. Donc moi j'ai aussi envie de discuter de celle-ci, de ces niveaux d'action auxquels on ne parvient pas, même si dans les exemples que j'ai donnés, il y en a d'autres auxquels nous sommes parvenus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment... et c'est aussi la présentation, la découverte d'interventions qui ont permis d'atteindre ces niveaux d'action d'un autre ordre que l'entreprise, qu'on peut espérer probablement tirer des pistes, en tout cas moi là dans la pratique, tirer des pistes qui pourraient m'enseigner. Je te laisserai, je ne sais pas si tu veux réagir à ça. Et puis la deuxième chose, sur l'échange que vous avez eu, Léo et toi, Johan, sur la question de la confiance, sur la question de ce que je disais tout à l'heure en reprenant, pas tout à fait des propos, mais en disant les demandeurs nous redemandent, cette idée-là. Ça rejoint un peu ce qu'on avait discuté il y a 2 ans, au rendez-vous de l'ergonomie 2015, lorsque... comment s'appelle-t-il? Je viens de perdre ton nom. Jérôme Graal, pardonnez-moi. Jérôme Graal nous avait dit que finalement, sur un cas d'intervention, puis une autre dans une entreprise, il avait eu au hasard d'une discussion lors d'un déjeuner avec l'un des directeurs, cette lecture de leur ensemble d'actes qui était, mais finalement vous mettez en place des dispositifs de résolution de problèmes. Et moi j'avais été vraiment interpellé, on avait discuté, c'est ça qui a amené cette idée de dispositif organisé d'action qu'on essaie de discuter avec Christophe déjà depuis quelques années. Et je crois qu'il y a cette force, c'est qu'on a à l'évidence, et je rejoins ce que tu disais Johan sur l'idée qu'il faut aussi, sur ces questions-là, où Pierre l'a dit aussi, puisque d'autres y vont, et si on n'y va pas, à côté de quoi on passe ? Et en y allant, qu'est-ce qu'on apporte? L'exemple que je vous ai donné de ce travail sur le business model, c'est une équipe pluridisciplinaire et je peux vous dire, j'ai au moins gagné mes 4 confrères consultants qui m'ont dit la prochaine intervention qu'on a, tu viens avec nous, c'est vraiment super intéressant. Et évidemment, ce qui les intéressait, c'était l'analyse du travail. Qu'est-ce que ça avait produit comme nouvelle lecture? Et ça permettait à ces consultants d'envisager d'autres business model, des alternatives, et ça les mettait en discussion, voire ça les mettait à l'épreuve. Alors, rapidement, je sais pas répondre à ta question parce que le basique c'est qu'il y ait une demande. Donc si la collectivité, je ne sais pas si c'est la ville ou la communauté de communes, n'a pas de demande,
Je ne vois pas quelle est la légitimité de l'ergonome, sauf s'il y a une injonction d'un juge parce qu'il y a eu un accident mortel, de faire quelque chose au niveau de la ville. Il n'y a rien sur lequel on peut se raccrocher. Des niveaux d'action desquels je parlais, sur lesquels je voulais insister, c'était l'exemple de tout à l'heure était un très bon exemple. On a un problème de rotation. Ça, c'est la demande d'entrée. L'analyse de la demande, le décalage de la demande fait qu'elle attrape un autre niveau d'action. Et son niveau d'action, c'est, je ne sais pas, il n'est pas très bien formulé, mais il y a quelque chose, une action auprès des managers. Il y a une action auprès des managers, ce n'est pas du tout la demande initiale. Enfin, moi, j'ai d'autres exemples comme ça. Et donc là, il y a un décalage de la demande pour avoir un autre niveau d'action. Je pense que ça, c'est important. Et c'est peut-être ça qu'il faut le plus travailler, sur lequel il faut le plus insister en formation, parce que et on peut pas discuter niveau d'action sans discuter de tout ce qu'on a essayé de présenter, et c'est ça la difficulté. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Ou on en reste là? Et puis, Nadia. Du coup, sur le niveau d'action, je trouvais que justement la supervision qu'on pouvait faire avec François Hubault, pour le citer, nous permettait justement cette réflexivité, de dire voilà ce qui s'est passé, puis à un moment on se rend bien compte que on est limité parce que voilà, on est rentré par cette porte-là, c'était pas la bonne porte. Bon, comment on faire la prochaine fois? Comment on peut essayer d'interroger ces niveaux d'action autrement, donc, méthodologiquement parlant, et de retourner sur sa pratique et de ce qu'on en fait et comment on se la représente et où est-ce qu'on met les critères de ce qu'est une bonne intervention. Ça permet justement de réinterroger notre métier et de ce qu'on veut faire en intervention et de comment on peut le faire pour défendre ce point de vue qu'on a en ergonomie. Voilà. Je vais te donner l'autre du coup. Je ne vais pas poser de questions, je vais juste répondre à Nadia. Du coup, je suis absolument certain du bénéfice que le dispositif mis en place par Atemis peut apporter. Je voudrais juste quand même insister sur un truc, et je le dis publiquement, parce que souvent je le dis en tête-à-tête. Je déconseille très fortement à tout auditeur du CNAM sortant du M2 de s'installer seul dans une structure qu'il créerait de toutes pièces. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que quand on intègre une structure dans laquelle il y a déjà des ergonomes expérimentés, on va agir dans des cadres d'intervention dont le périmètre est aménagé. Je ne sais pas, parce que moi je ne recrute pas, donc je parle sans savoir, on est bien d'accord. Et donc du coup, dans ces formes de pratiques, dont moi aussi j'ai pu bénéficier, et Johan, je suis sûr que tu m'en voudras pas, mais quand je suis sorti du labo de Bordeaux, je pense que je ne savais pas le % de ce que je sais aujourd'hui. Et encore, quand je dis 5%, non, peut-être aller 10, on va dire 10. Mais ce que j'ai appris, je l'ai appris en faisant. Et ce qu'on m'a appris, je l'ai compris en faisant. Et quand on démarre une activité, on est confronté à un double problème. Sachant qu'en plus de ça, c'est qu'il y a besoin de pratique pour construire cette expérience sur laquelle on va pouvoir s'asseoir et prendre confiance déjà aussi dans ce qu'on a pu acquérir. Et il y a le fait de pouvoir avoir accès à du travail, à de l'intervention. Et répondre à des appels d'offres, déjà il faut un peu de maturité, me semble-t-il, pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour pouvoir aller gagner des marchés. Et c'est super admirable ce que vous avez réussi à faire, d'arriver à construire par vous-même votre propre intervention, votre première intervention. L'histoire, parce que c'est toujours intéressant de se retourner, et Johan les connaît très bien aussi, on a connu des étudiants qui sortaient de DESS lors du millénaire précédent, puisque en l'occurrence c'est bien ça dont il s'agit, qui pendant 4 ou 5 ans
Je crois qu'il y en a un qui bossait genre dans des abattoirs la nuit pour pouvoir potentialiser le jour de faire de l'ergonomie sur une structure qui avait été créée de toutes pièces. On sait que ce sont les conditions les plus désastreuses pour apprendre, les plus difficiles. Et donc, vous avez la chance de vous être réunis en réseau, et du coup, vous avez fait germer ce réseau, donc félicitations à vous, et vraiment chapeau. Mais, encore une fois, ce ne sont pas les conditions les plus favorables pour apprendre. Et donc, cette nécessité d'appui, cette nécessité d'accompagnement, cette nécessité aussi d'accès à des dimensions d'intervention qui soient faciles d'accès, c'est quand même plus facile de pouvoir le faire dans des structures que tout seul. Alors après, je sais bien, l'éternel refrain, c'est oui, mais ces structures ne recrutent pas. Je crois que c'est un peu faux si on regarde ce qui se passe en ce moment sur les différents canaux de circulation des offres d'emploi. Oui, tu as raison, mais en même temps, tout ce qui a été dit, j'arrête. C'est aussi, il y a une réaction du réseau. Moi, je trouve que le réseau s'est structuré énormément ces dernières années. Regardez, il y a les ergonomes internes, il y a les ergonomes des services de santé. Alors, au niveau des consultants, c'est peut-être là où ça a le moins évolué en termes de structuration de la profession ou d'échange. Peut-être que ce qu'on discute là que vous discutez depuis ce matin, c'est aussi le signe qu'il faut réagir de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une évolution des dispositifs d'apprentissage après la formation initiale. Et que peut-être des endroits, enfin ça c'est un très bon exemple, des endroits où on dit une pratique réflexive, on développe une pratique réflexive peut-être de manière plus importante que ce qu'on le faisait auparavant. C'est peut-être ça le message finalement qui ressort, enfin en tout cas que j'entends. Mais il y a des choses certainement à inventer. Et je pense que le réseau des jeunes ergonomes, des pratiques, des jeunes RJCE. Ouais. Voilà, c'est une très bonne structuration de comment débattre avec des gens qui ont problématiques que nous, de choses concrètes en termes d'intervention. Je pense qu'il y a vraiment à réfléchir de ce côté-là aussi, de l'accompagnement des plus jeunes après la formation. Il n'y a pas de... Atom Ergo, oui. Atom Ergo, c'est l'association de Paris 8, Paris 10 et Orsay. Et en fait, c'est les associations d'étudiants de chacune de ces formations d'ergonomie qui ont créé une association d'un niveau supérieur pour aussi discuter. Bon, là, on est un niveau intermédiaire entre le temps de la formation et la jeune pratique en réflexion. Les Bordelais ne découvrent pas la nécessité absolue d'être accompagnés par la suite, puisque l'illustre Christol avait ouvert la hotline de l'amitié des ergonomes. Et donc cette question d'accompagnement au-delà de la formation, on en est tous bien conscients et on le vit bien. La preuve, c'est que même au labo de Bordeaux, vous avez mis en place des formations spécifiques, avec des orientations spécifiques, notamment sur les TMS, notamment sur les RPS. Et on est bien dans cette dynamique et après la formation, parce que forcément, on va essayer de construire des compétences pendant cette formation qui est en temps extrêmement restreint, et l'après, il doit être accompagné d'une manière ou d'une autre. Je voudrais juste ajouter aussi une chose, pour l'expérimenter depuis pas mal d'années aussi, c'est que si les ergonomes ont tout à fait intérêt à travailler, à mener une activité réflexive ensemble, mais on pourrait aussi envisager un dépassement de cet entre-soi. Et les quelques expériences que j'ai significatives de moments d'échange avec des consultants d'autres métiers, de consultants qui s'intéressent aux questions du travail, qui s'intéressent à la question de la santé, qui s'intéressent aux questions de l'organisation. C'est encore un autre niveau qui doit nous amener à réfléchir sur ce qu'est l'ergonomie, ce que ça apporte, et peut-être juste glisser un point comme ça, c'est que les gens me disent, mais pourquoi vous parlez d'effets plus durables? En quoi c'est intéressant en ergonomie d'aller vers des effets plus durables? Parce que peut-être que si les choses ne sont pas solutionnées, ben justement, ça garantit
une suite de marchés pour vous. Et les questions que j'ai avec eux sont des questions qui reviennent à vraiment aux questions historiques de l'ergonomie, mais c'est le point de vue politique qu'on a sur le travail, c'est le regard qu'on a, un certain regard qu'on a sur le travail, et qui certains de ces confrères consultants avec qui je travaille me disent, mais ok, tu regardes le travail, mais tu parles d'emploi, tu parles de choses qui sont extrêmement importantes d'un point de vue politique ou sociologique. Et bon, voilà, je voudrais juste terminer là-dessus, mais je pense qu'on a aussi à tirer des enseignements de ces occasions qu'on peut avoir, certains d'entre nous, à pratiquer, à mener des interventions avec d'autres que des ergonomes.